ici Anthony pour Radio Sociaux, le meilleur podcast de sciences humaines. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous aimerions parler des rapports de force entre hommes et femmes dans leurs discussions quotidiennes. Alors, c'est un nom qui peut surprendre a priori. Quand on parle des relations hommes-femmes, on s'attend plutôt à des questions comme l'inégalité salariale ou les violences sexistes et sexuelles par exemple. Et de l'autre côté, si l'on veut s'intéresser à comment les gens parlent, il semble plutôt logique que ça soit un terrain pacifique où les rapports de force sont justement mis entre parenthèses. Et pourtant, il nous semble important de montrer que ces rapports de force s'insinuent même dans ces lieux inattendus, notamment parce que l'on peut tous gagner collectivement en vigilance dans les interactions quotidiennes pour éviter de les reproduire. Donc si on veut faire un peu d'histoire, Pierre Bourdieu est le premier sociologue à tenter une telle approche du langage. Il publie en 1982 un livre intitulé « Ce que parler veut dire », qui s'intéresse à la reconnaissance de la légitimité de celui qui prend la parole devant son public. Aujourd'hui, notre approche est un peu différente. Elle sera centrée sur le temps de parole dans les discussions entre hommes et femmes. Pour cela, nous résumons un article scientifique de la sociologue Corinne Monet intitulé « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de conversation », publié en 1998. Pour traiter cette question du temps de parole, Corinne Monet part d'un stéréotype qui voudrait que les femmes soient les plus bavardes. Elle cherche en fait à le vérifier avec une expérience assez simple. Elle réunit 30 binômes de personnes dans une pièce, certains ne se connaissent pas, d'autres sont très intimes, puis elle les a répartis selon une grille de genre binaire, de façon à obtenir finalement 10 binômes hommes-hommes, 10 binômes femmes-femmes et 10 binômes mixtes, qu'elle a ensuite enregistrés en leur donnant la consigne de parler librement. Après analyse, elle livre plusieurs résultats. Le plus frappant est le suivant. Quand il y a interruption du propos d'une personne par une autre, eh bien dans 96% des cas, c'est un homme qui interrompt une femme en train de parler. Cela veut dire que les 4% restants regroupent les hommes qui interrompent des hommes, les femmes qui interrompent les femmes et les femmes qui interrompent les hommes. De plus, il faut répéter que les binômes mixtes ne représentent qu'un tiers de l'expérience. Quand on regarde le détail, on relève des interruptions dans 90% des conversations mixtes, et le chiffre tombe à 30% pour les conversations non mixtes. Ces deux statistiques nous montrent qu'il y a alors une agressivité, d'une certaine manière, de la part des hommes, qui ne se manifeste que dans les situations où ils parlent à des femmes. Pour la sociologue, les interruptions font partie d'une gamme plus large d'outils qu'on a tous à disposition pour orienter le cours de la conversation. Par exemple, on peut donner ce qu'elle appelle une réponse minimale, qui est en fait un signe d'attention pendant que l'autre personne parle. On va dire oui ou acquiescer silencieusement à ce qu'elle dit. Ce qui l'invite donc à poursuivre son propos. Mais on pourrait citer en fait tout le langage corporel qui joue de la même manière. Parmi ces outils donc, l'interruption est le plus brutal, parce qu'il impose de remplacer une discussion par un autre. Elle engage directement un rapport de force avec l'interlocuteur, et il montre qu'on ne respecte pas d'une certaine manière ce qu'il a à nous dire, ou au moins que nous ne s'y intéressons pas. Et d'ailleurs, les femmes qui le subissent ne s'y trompent pas, car 62% d'entre elles, dans l'expérience, finissent par ne plus parler du tout après plusieurs interruptions. C'est un signe qu'elles se résignent à accepter la domination de l'espace sonore par leur interlocuteur masculin. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'aucune femme ne s'est plainte d'avoir été interrompue une fois l'expérience finie. Ce qui veut dire qu'elles ont accepté consciemment ou non de ne pas avoir autant le droit à la parole que les hommes, peut-être par la force de l'habitude, etc. Par conséquent, la sociologue parle d'une norme de genre différente pour les hommes et les femmes concernant le droit à la parole. Par défaut, on attend finalement d'une femme qu'elle parle moins qu'un homme. Son interprétation du stéréotype des femmes bavardes est donc qu'il est le produit de cette norme parce qu'il dévalorise la parole des femmes. Elle donne pour illustration une analyse de 1989 qui avait montré qu'il était 8 fois plus probable qu'un garçon réponde sans lever la main dans une salle de classe plutôt qu'une fille, et pourtant, c'était plutôt celle-ci qui se faisait le plus souvent sanctionner par le professeur quand elle prenait la parole sans lever la main. Pour en revenir à l'expérience proprement dite qu'elle a menée, la sociologue ajoute quelques résultats. Elle remarque que maintenir une conversation est en fait un vrai travail, et un travail plutôt angoissant, parce qu'on court toujours le risque de n'avoir rien à dire, surtout avec des inconnus, et donc d'être mal à l'aise. Et donc ce travail d'entretien, en fait, lui aussi, il est accompli par les femmes. Dans l'expérience, elles posent 2,5 fois plus de questions que les hommes,
et donnent deux fois plus souvent de marques d'attention pour les encourager à poursuivre leurs propos. Selon la sociologue, ces stratégies répondent à celles des hommes qui essayent de couper la parole et qui utilisent eux aussi plus du silence et de froideur pour déstabiliser leur interlocuteur. Les femmes préfèrent maintenir à tout prix ce lien conversationnel, quitte à abandonner la parole aux hommes et à les encourager à parler tout seuls. Un dernier résultat qui est intéressant, c'est que le statut social des femmes ne compense pas ces interruptions de parole. C'est-à-dire, elle le montre avec un exemple en fait, que même dans une situation qui est reconnue comme inégalitaire, à savoir le rapport médecin-patient, et bien même dans ce cas-là, si le patient est un homme et le médecin est une femme, eh bien le patient va quand même chercher à l'interrompre. Voilà, c'est à peu près tout pour cet article. On va maintenant passer à la discussion. Merci Anthony d'avoir présenté l'article, c'était très clair, très limpide. Et donc je propose qu'avec Margot, ici présente, bonjour, et moi du coup, et Laura, qu'on rediscute un peu de cet article, qu'on reparte des concepts qu'elle utilise, donc notamment celui de travail conversationnel, qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre, qu'on voit comment elle le définit et surtout comment elle le met en lien avec sa méthode, puisque effectivement son travail repose essentiellement sur une méthode qu'on va pouvoir discuter. Et peut-être qu'après on pourra reprendre ces concepts et peut-être un petit peu voir comment on peut les étendre et si surtout on peut les mettre en lien avec des enjeux un peu plus politiques qui du coup sont en lien avec le sexisme, parce que c'est un petit peu ça la clé derrière les rapports de genre à la parole. Ok, du coup je propose qu'on commence à revenir sur les quelques concepts qu'elle pose et notamment à mes yeux elle fait des distinctions entre différents modes de conversation liés aux stéréotypes de femmes ou alors plutôt un peu invisibilisés. Je pensais au fait qu'elle elle commence un peu en parlant du bavardage et à chercher un peu à tester cette idée-là un peu stéréotypée et qu'on peut avoir en tête quand on parle des conversations féminines. Ensuite, j'ai l'impression qu'elle va venir avec le travail conversationnel qui est plutôt quelque chose d'invisible, un peu comme le travail domestique, où on va essayer de, grâce à la sociologie ou grâce aux sciences humaines, à poser des mots et à chercher à rendre visibles certaines choses qui sont pour le coup invisibles. Et finalement, j'ai l'impression que elle va aussi mettre en place de nombreux concepts pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les conversations, que ce soit les interruptions ou les outils, les gammes d'outils. Et ça, je pense que ça fera partie aussi de ce qu'on pourra remettre en question dans à quel point elle est allée assez loin dans ces outils-là. Mais voilà, du coup, pour moi, je pense qu'on peut commencer la question. Voilà, donc comme l'a dit Margot, ce qui est très important ici, c'est cette notion de travail conversationnel, donc qui est une activité typiquement féminine, qui est certainement liée à des enjeux de socialisation féminine. Donc petit rappel pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas la notion, donc c'est juste la façon dont, durant l'enfance et au cours de la vie, on intègre les normes sociales. Et donc l'autrice mobilise beaucoup cette notion de travail conversationnel, et pourtant, dans son enquête, ce qu'elle montre, c'est plutôt les interruptions. C'est vraiment ça, son critère qui est clivant. Et le problème, c'est que l'interruption, c'est quelque chose de très passif. C'est le moment où, justement, il semble que le travail conversationnel soit mis en échec ou soit interrompu. Et donc c'est là où il y a peut-être quelque chose qu'on a trouvé un petit peu limité dans l'article et sur lequel on pourra, nous, un petit peu peut-être développer. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle ouvre vraiment une porte avec le concept de travail conversationnel. Et je pense que c'est quelque chose aussi que nous, on peut ressentir au quotidien. Et du coup, c'était intéressant de sa part que là, elle commence à dire « Ok, je pose un concept, je montre qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on n'a pas l'habitude dans le sens commun de désigner. » Et en même temps, après, avec sa démonstration, j'ai l'impression qu'elle ne va pas apporter tant de contenu que ça. Moi, j'aimerais savoir, à part poser des questions ou acquiescer et encourager la conversation, j'aurais bien voulu qu'elle cherche plus loin à détailler les comportements de conversation des femmes pour voir qu'est-ce qui se passe. Et justement, j'ai l'impression que le lien entre l'interruption et le travail conversationnel, il est pas très clair, que l'interruption, on dirait plutôt que c'est un élément de domination, là où le travail conversationnel, ça pose aussi la question de
en quoi c'est de la domination, ça l'est probablement, mais pas de la même manière que l'interruption. Carrément. Ça va être plutôt une inégale répartition des tâches plutôt qu'une domination violente, quoi. Sur ce que tu disais, je peux rebondir, mais en fait, moi aussi je trouve que c'était un petit peu faible, parce qu'en fait, donc son idée de mesurer les interruptions, c'est assez intéressant, mais dans mon sens, ce serait plutôt un constat duquel on pourrait partir en disant « il existe de la domination dans la conversation entre hommes et femmes plutôt qu'un résultat. » Et notamment, et ça on pourra revenir un peu dessus aussi, c'est qu'elle essaie de raisonner toutes choses égales par ailleurs, donc elle essaye de mélanger un peu entre des gens intimes, des gens qui se connaissent pas, mais du coup ça occulte complètement l'idée du contenu de la conversation, qui du coup dans ce que tu disais Margot avec le contenu du travail conversationnel, c'est essentiel. C'est pas du tout pareil une discussion entre deux inconnus, une discussion entre proches, une discussion qui porte sur des sujets émotionnels sur lesquels les femmes vont devoir fournir un travail conversationnel, ou sur un sujet où il va y avoir des formes de mansplaining, etc. Ok, je trouve ça intéressant la porte que tu es en train d'ouvrir, mais à mes yeux, on peut revenir sur une distinction dans ce que tu as dit entre le contenu des conversations et les types d'interlocuteurs et d'interlocutrices qu'on a, ce qui ouvre aussi sur la question des situations. Mais pour revenir sur déjà le contenu des conversations, c'est un des aspects que l'autrice n'a pas pris en compte à l'intérieur de son étude, alors que je trouve qu'en abordant la question du bavardage, il y avait vraiment une question de quel est le contenu de ce que disent les femmes, et plus aussi quelle est la vision collective, quel est le sens commun qu'on attribue à ces conversations-là. Et je pense notamment au fait que le bavardage, à mes yeux, moi j'ai grandi aussi avec cette idée, j'ai vu plein de gens en parler, de vraiment le fait que les filles parlent de potins, le fait que on parle de la vie quotidienne, enfin un peu les discussions de chiffon, etc. Alors que, à mes yeux, c'est intéressant de voir que en parlant entre femmes, souvent il y a aussi énormément de sujets qui sont abordés du type comment est-ce qu'on va, comment est-ce que vont nos relations, nos problèmes quotidiens, comment est-ce qu'on les pose. Et à mes yeux, il y a un peu, avec l'émergence de l'idée de sororité, aussi on redonne de l'intérêt à ces discussions-là qui ne sont plus du coup du bavardage un peu méprisant de ça ne parle pas de, je sais pas, la vie intellectuelle, mais plutôt de dire non, en fait on fait du travail relationnel à travers de ces conversations. Bon bref, ça c'est une idée par rapport au bavardage. Elle, j'ai l'impression que ce qu'elle dit c'est plutôt il faut sortir de l'idée du bavardage, parce que ce qu'on voit c'est plutôt qu'il y a une répartition inégale de la parole. Et là moi ce qui m'intéresserait dans cette étude là serait de dire si on ouvre la question de qu'est-ce qui se passe dans les conversations entre les femmes et les hommes et où est-ce que se situent des formes de domination, d'accord on a l'interruption, mais aussi ce serait intéressant de voir qui est-ce qui pose un sujet, quel est le contenu du sujet, qui aborde quoi. Enfin moi j'ai l'impression qu'il y a plein de discussions que j'ai pu avoir avec des hommes où je sentais que c'était moi qui faisais le choix du sujet, mais du coup s'il y a une interruption, est-ce qu'un homme va venir sur un sujet relationnel, ou alors ça va être une interruption pour imposer une connaissance. Bon ça c'est le mansplaining, on l'a vu. Il y a d'autres études aussi qui à mon avis pourraient alimenter du coup cette question-là. Voilà, mais du coup ça c'était un peu sur le point de la question du contenu et qu'est-ce qu'on peut en dire aussi par rapport à son travail. Ouais, je trouve que c'est intéressant ce que t'as dit au début. T'es un peu revenu en fait sur l'idée du care aussi. Et c'est un truc, elle s'est pas trop penchée sur les conversations femmes-femmes, mais on imagine qu'il doit y avoir un peu de ça. Moi ça m'a rappelé un peu des trucs, par exemple, qu'on voit un peu dans les médias, moi notamment dans des livres par exemple, notamment des livres un peu 19e siècle, bon voilà, où il y a toujours un peu ce truc dans les situations où les genres sont séparés, par exemple dans un cadre mondain, on va y avoir la discussion des hommes avec leurs cigares, etc., qui vont parler de politique, d'idées, de philosophie, et les femmes à côté, et il y a un peu ce truc d'opacité, on est en mode mais qu'est-ce qu'ils se disent les hommes, ça a l'air chiant, mais de quoi elles peuvent bien parler les femmes. Un truc, bon pareil, encore exemple littérature, dans l'essai de Montaigne sur l'amitié, moi je me rappelle, ça m'avait un peu frappé quand je l'avais lu la première fois, il y avait un peu ce truc de oui, avec un homme on peut avoir des discussions sur les idées, on peut vraiment connaître le cœur de l'autre, etc. Et il y avait un peu l'idée qu'avec les femmes c'est pas possible, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles sont bêtes, mais vraiment, de quoi est-ce qu'elles parlent? Ouais. Et du coup, je pense que ce que tu disais sur le bavardage, il y a un peu ça, il y a un peu aussi l'idée qu'ont les hommes et que par conséquent les femmes ont d'elles-mêmes, que de toute façon ce que dit une femme, c'est dans le domaine du bavardage. Et aussi, il y a un peu ce truc, pourtant, en fait, ce sont les femmes qui alimentent souvent la discussion dans ce travail conversationnel,
donc en rebondissant, en posant des questions. Et moi, ça m'a fait penser à toutes les situations où j'étais, par exemple, avec un groupe plus masculin, où par exemple, je pose une question, ou j'introduis un sujet, on me prend le sujet, et ils en parlent entre eux. J'ai l'impression qu'il y avait un peu le truc de... Je fournissais du contenu, mais je pouvais pas trop participer, quoi. On me prend mon idée, on parle avec, et moi, je fais l'animation, en gros. J'ai déjà eu ce sentiment, et j'ai l'impression que c'est un peu... Ça collerait avec ce qu'elle dit, du coup, un peu, genre, à la fois, on te coupe la parole, et à la voilà. fois, on te demande de fournir un peu le matériau, la discussion, le contenu. Mais à la différence, et je trouve ce qu'elle met pas assez en valeur, c'est qu'en fait, fournir ce contenu, c'est du travail conversationnel, voilà. Et se faire couper la parole, c'est je pense quelque chose de distinct. Ça va plus dans l'idée de domination. Et c'est ça où je trouve, enfin, on trouvait avec Margot que du coup, il y a un peu un... Je suis d'accord. Elle a pas assez distingué ça. Ouais. Après, sur le travail conversationnel, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la domination, j'ai l'impression qu'elle s'exerce dans le fait que c'est invisible. Et comme on a méprisé le bavardage parce qu'on ne savait pas ce qui se disait réellement à l'intérieur de ces conversations-là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le même mécanisme de le travail conversationnel, c'est pas quelque chose qu'on a conscience. Ou en tout cas, j'ai l'impression que même actuellement, j'ai l'impression qu'on en parle peu entre nous et que c'est à la limite des petites consciences personnelles de se dire « Ah, je suis sociale ». Mais genre, j'ai pas l'impression qu'on se dise « Ah, là, je suis en train de fournir un travail conversationnel ». Et j'ai l'impression que du coup c'est quelque chose qui ne peut pas être valorisé socialement, là où par contre briller avec ses idées ou vraiment parler, je sais pas, de soi, de ses anecdotes de vie, ça va être quelque chose qui va être hyper mis en valeur, qui va prendre la place. Et à mes yeux, bah c'est ça, elle aurait pu aller encore plus loin, dire que c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'elle utilise des choses qui sont palpables, comme les interceptions ou qui pose des questions. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait un travail de réflexion sur qu'est-ce qui est une domination, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est valorisé socialement ou pas, en quoi ça apporte une forme de pouvoir de avoir le travail conversationnel. Enfin, vraiment, moi, à chaque fois, je fais le parallèle avec le travail domestique, et j'ai l'impression que c'est... Bon... C'est un peu tiré par les cheveux parce que je contrôle pas assez ça, mais à mes yeux c'est la force de reproduction de Marx, enfin. C'est un peu de dire sans ce support là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pas grand chose en fait. Oui, donc il y a une forme de pouvoir. On joue à la PlayStation et ouais, on se parle pas. C'est ça. Mais ce serait intéressant de aller d'autant plus à la nuance et aussi de voir, et là on revient sur la variété des situations et des interlocuteurs, interlocutrices, c'est de dire, ok, bah là, elle nous a montré des statistiques qui étaient intéressantes sur son échantillon. Maintenant, quels sont les profils de femmes ? Quels sont les profils d'hommes ? Est-ce qu'il y a différentes manières de faire des interruptions, différentes manières de faire du travail conversationnel ? Moi, je pense à des moments de bar où j'ai vu des filles prendre énormément de place. Est-ce que ça, c'est pas aussi une question d'opposition par rapport à des formes de domination un peu habituelles, et du coup on va créer un peu des comportements inverses. Enfin, j'aurais bien voulu qu'on détaille vraiment qu'est-ce qui se passe dans les conversations et que ce soit à part plein de variantes différentes. Enfin, pour le coup là on a vraiment le choix. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, et surtout quand tu as parlé du coup des différentes configurations, etc., il y a aussi l'idée est-ce que, enfin, elle s'est pas posée, ou alors elle n'a pas posé la question, est-ce que les femmes acceptent l'interruption, ou est-ce que, au contraire, selon leur socialisation de genre, selon leur socialisation au sexisme aussi, enfin, selon peut-être la sensibilité qu'elles ont au sexisme et à la domination sexiste, est-ce que ces femmes acceptent l'interruption ? Est-ce que c'est vécu comme une violence, ou est-ce que c'est vécu comme quelque chose qui passe sous le tapis ? Est-ce qu'il y a des formes de résistance à ça ? J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Justement, sur ça, en fait, ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que justement, le fait d'avoir moins le droit de parler était tellement intériorisé qu'en fait, déjà, elles arrêtent de parler au bout d'un moment, et en plus, elles ne s'en plaignent pas, même après coup, quoi. Elles ne s'en plaignent pas dans la discussion, et elles ne s'en plaignent pas après, ce qui fait que ça a vraiment l'air de dire que c'est très inconscient et très banalisé pour elle en fait d'arrêter de parler. Mais c'est pour ça que je voulais parler aussi de sensibilisation au sexisme, parce que je sais que, bon, je raconte ma vie, mais dans mon contexte familial, moi aussi j'avais ce truc où je trouvais ça très normal de, par exemple, passer des dîners de famille où je parle pas trop, parce que les mecs se débrouillent très bien tout seuls. Mais il y a un peu le truc de, au contraire, en se faisant un peu sensibiliser, en parlant avec mes amis, avec ma sœur, etc., bah maintenant c'est quelque chose qui m'indigne à chaque fois, et que je peux pas m'empêcher de remarquer.
Et du coup, il y a peut-être aussi un truc, même de génération, que l'enquête a été faite quand, en 89, un truc comme ça 98 de mémoire. 98. Bon, bah, en fait, ces femmes-là, on sait pas trop quel âge elles ont, on sait pas trop d'où elles viennent comme milieu social, mais c'est possible qu'elles ont pas forcément été sensibilisées à, elles aussi, se considérer comme des interlocutrices de même importance que leurs interlocuteurs masculins. Oui, là pour le coup, je suis d'accord que... Enfin, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas ce type de données dans sa démonstration, en tout cas sa démonstration statistique, parce que c'est vrai que l'âge, ça a l'air d'être tellement une donnée importante, et aussi les types de sensibilisation, et après le statut social, elle l'aborde, mais elle l'aborde pas dans sa démonstration à elle. En soi, on ne sait pas le statut social de ces enquêtés, on ne connaît pas, on n'a pas leur classe sociale. Elle parle d'une situation très précise qui est chez le médecin. Du coup, c'est une intuition intéressante, mais en élément de preuve, ça ne fonctionne pas, et aussi en élément de donne du contenu là-dessus. Et pareil, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que enfin, je pense que par rapport à la classe sociale et le rapport au langage, à la conversation, à trouver des bons mots, et pour le coup, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans le sens où j'ai l'impression que je me reconnais quand même beaucoup dans ce qu'elle dit au niveau du travail conversationnel et du problème des interruptions, et du coup d'une forme de domination, notamment dans toutes les situations de bar ou de conversation en général. Mais par contre, les discussions relationnelles que j'ai pu déjà avoir, moi on m'a pas mal reproché de dire je n'ai pas les outils pour parler. Du coup, évidemment, on va avoir une forme d'inégalité dans ce qu'on propose pour genre régler un problème dans des conversations relationnelles. Et on me dit, bah, parce que voilà, toi, tu es une fille, tu as appris toute ta vie à parler de ça. Moi, je suis un homme, on m'a pas appris à parler de ça. Et aussi, on m'a déjà dit, ton rapport au langage, il est différent du mien, tu fais des études supérieures, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est... Quoi, mon idée ? Voilà. Donc, en cas de discussion relationnelle, moi, ça m'a permis de voir que c'est un peu un cas particulier de conversation entre hommes et femmes qu'on peut avoir, et qui a un peu montré que bah quand on arrive sur un terrain qui est pas trop le terrain de la socialisation masculine, il y a d'autres choses qui ressortent, d'autres dynamiques, et dont la question de la classe sociale qu'elle n'aborde pas du tout. Un autre paramètre qui est assez important, et bon, elle effectivement c'est une expérience de laboratoire, donc bon, on peut pas non plus lui reprocher tout ce qu'elle n'a pas fait, mais la question de l'intimité aussi est importante. Parce que, bah, comme tu viens de le dire, sur ce travail conversationnel qui est aussi un travail relationnel, bah, par exemple, dans tous les contextes un peu intimes, donc familiaux, de couples, amicaux, où il faut gérer des problèmes, où il faut, je sais pas, justement parler d'émotions, il y a un peu le truc où le travail conversationnel féminin, c'est aussi faire parler les hommes. C'est un peu leur donner des outils, justement, pour parler. Et ça, c'est... Je sais pas si on peut appliquer le concept de domination dessus, ça semble un peu décalé, mais il y a quand même un truc de maîtriser la conversation, fournir les outils et être un peu... Enfin, faire en sorte que... avoir un monopole de conversation. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de domination, mais t'as pas la même injonction sur le travail, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même à toi de le faire, quoi. Ouais. Donc, dans la conversation, c'est pas directement une domination comme on l'entendrait dans le sens où un individu domine la conversation de l'autre, parce que, en mon sens, fournir du travail conversationnel et diriger la conversation, ce n'est pas une forme de domination. Mais le fait que les femmes doivent se charger de ce travail-là pour qu'il y ait des conversations sur, je sais pas, toutes les conversations de l'intimité, de résolution des problèmes, etc., c'est une expression de la domination masculine, quoi, parce que c'est encore une forme de travail que les femmes doivent fournir, comme le travail domestique, émotionnel, etc. Et qui est invisibilisé aussi. Qui n'est pas reconnu socialement. On va pas te dire « Ah, bravo, t'as vraiment bien su me faire parler de mes relations. » Alors que... Après, on dit pas que les hommes entre eux ne parlent pas d'émotions, on se doute bien que... Bah pareil, il y a pas cette opacité de genre, on se doute bien que les hommes ont des choses à dire. Mais effectivement, c'est un peu ce qui ressortait pour nous de cette configuration de discussion vraiment bilatérale homme-femme. Après, bah on en parlera peut-être plus tard, mais toutes les autres configurations de conversation et par extension de prise de parole féminine ont aussi des enjeux de domination et de travail conversationnel dedans. Tu penses à quoi comme type de conversation ? C'est quoi tes idées par rapport à ça ? Toujours dans le domaine de la conversation, là on a dit du coup homme-femme, discussion en gros en tête-à-tête quoi, mais après il y a les conversations de groupe qui ont aussi des enjeux de prise de parole importants,
Et bon, après, il y a un peu une échelle entre un groupe que de filles, que de mecs, et des groupes mixtes. Tous les trucs de, par exemple, prendre la parole dans un débat, surtout quand il y a un peu des discussions qui peuvent être un peu s'échauffer, ou pour se faire entendre, il faut un peu parler plus fort. Est-ce qu'on a les mêmes armes pour parler ? Je ne pense pas. Et parfois, par exemple, moi je sais que s'il y a des débats en gros avec mes potes, et mecs, et ils commencent à parler, et que moi j'ai envie de dire un peu un truc sensé, bah juste on va pas m'entendre. Du coup, je me dis, bon bah tant pis, on en parlera plus tard, moi je me tais. Mais voilà, il y a d'autres configurations de conversation dans lesquelles le travail conversationnel des femmes est plus ou moins valorisé et plus ou moins possible aussi, je pense. Ouais, je pense que avant tu parlais de... Je suis pas sûre que tu l'aies abordé finalement. Mais en tout cas, la famille aussi, je pense que ça doit être un des lieux où sûrement il y a aussi un apprentissage, enfin une forme de transmission de comment est-ce que on voit le modèle de certaines femmes, ou comment est-ce que tu te prends quelques petites remarques, quelques petites injonctions. Et je pense que ça doit être parmi des situations sociales où vraiment on peut voir se développer justement ces normes par rapport à comment est-ce qu'on parle avec les autres. Ouais, c'est ça. Rien que voir que, justement, dans un contexte familial un peu tendu, on va dire classiquement le repas de famille, de voir qu'en fait, quand les hommes commencent à parler de leurs trucs entre eux, que finalement, en fait, les femmes de la famille, souvent, juste se retirent un peu, soit parlent entre elles, soit se retirent un peu dans leur tête, quoi. Moi, je sais que je fais beaucoup ça. Et même, on voit ça dans les groupes mixtes, où parfois, il y a juste un clivage de genre, où les filles parlent entre elles, machin, et les mecs parlent entre eux. Parce que moi, je pense que c'est plus confortable pour une femme aussi, de se dire, bon, je vais parler avec mes copines, elles me comprennent pas la parole. Ouais, je suis d'accord. Et là aussi, moi, ce que j'ai pu observer, et que genre vraiment j'adorais qu'on puisse plus l'étudier, c'est ce que je disais un petit peu avant aussi, c'est voir l'inverse. Enfin, moi, je pense que j'ai eu des situations complètement opposées, de me dire, ok, on m'écoute pas, du coup, il va falloir que je prenne les outils de conversation des garçons pour qu'on m'écoute. Donc ça va être de parler très fort, couper la parole, dire des idées de manière très sûre, alors que en vrai, je suis pas si sûre que ça, mais on y va, quoi, on essaye de donner à fond, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a particulièrement... Enfin, m'a embêtée, parce que, il y a un peu ce truc de, du coup, tu vas aussi exclure des filles en adoptant le comportement des hommes, et c'est aussi donner du crédit à des manières de converser qui sont pas forcément celles que je pense les plus intelligentes. C'est un peu là où peut-être on peut revenir sur une forme de domination, c'est que même en essayant de s'extraire de la norme de genre féminine, en fait je suis obligée de me soumettre à des normes de conversation qui sont à mes yeux pas les meilleures, et qui vont aussi exclure d'autres femmes au final. Donc ça, c'est un peu un mécanisme que même moi, je pense que actuellement, je me pose cette question-là et je me dis, ok, je fais quoi ? C'est un peu la question de se dire, si un homme m'interrompt, est-ce que moi je vais l'interrompre aussi pour pouvoir parler avec lui ? J'aime pas interrompre les gens, mais ça m'énerve d'être interrompu. donc ça, c'est à mes yeux un peu la suite aussi de cette réflexion sur nos réactions face à ça, et à quel point on est pris dans cette domination-là. C'est-à-dire que même la manière de s'y extraire, est-ce que ça nous fait pas retourner du coup dans d'autres schémas Ouais. Mais par exemple, sur ce que tu dis, moi je sais que ce truc-là de reprendre les normes de conversation masculine, je suis pas très capable de le faire et je suis pas à l'aise dans le fait de le faire. Du coup, moi, contrairement à toi, j'ai tendance plutôt à m'effacer et dire tant pis, ou au contraire, et je pense que c'est un peu une stratégie que je peux faire parfois, essayer de diviser la formation de groupe et de prendre en aparté quelqu'un, parce que je sais qu'en conversation bilatérale, quoi, vraiment en dialogue, quoi, je suis beaucoup plus à l'aise et je peux beaucoup plus avoir une gestion plus posée, parce que bon, par exemple, moi c'est un truc personnel, mais je pense que c'est aussi symptomatique de ça. Moi je supporte pas l'écrit, je supporte pas les conversations où tout le monde bugle un peu ses arguments, aucun intérêt à participer dedans, et du coup je me dis en fait j'ai même pas d'intérêt à vouloir être entendue dans ce contexte là. Il y a d'autres contextes qu'on peut mettre en valeur et dans lesquels on peut avoir des conversations selon moi plus intéressantes. Ouais, du coup, avec les discussions à deux, j'ai l'impression qu'on retrouve le fait que tu as tes outils de travail conversationnel qu'on peut pas mettre en place dans un grand débat où tout le monde crie. Au contraire, les outils qu'il faut avoir, c'est avoir une voix qui porte. Ouais, qui est pourtant une forme hyper légitime quand il s'agit de défendre ses idées. Ouais. Genre, c'est le moment, il faut que ce soit rendu public, il faut que ce soit impressionnant. Ouais. C'est un terrain plutôt masculin. Ouais, c'est ça. Et genre, dès qu'on est 2 à 2, hop, c'est bon. Tu sais quelles questions poser, comment mettre la personne en confiance, comment acquiescer, etc. Et on la ramène dans nos codes à nous, et du coup, on peut parler entre guillemets. Ouais. Poser des questions et faire parler l'autre sans problème. Voilà, donc tout ce qu'on vient de dire sur le travail conversationnel
et les enjeux sexistes derrière, on s'était dit que ça se retrouve aussi dans d'autres configurations qui ne sont pas des configurations de conversation, mais d'autres formes de prise de parole. Donc il y a le débat, en fait, on pourrait dire que c'est pas vraiment de la conversation, mais tout ce qui est débat où voilà, il y a une grande idée, il y a un peu deux grandes idées qu'il faut défendre, etc. La prise de parole dans un contexte scolaire ou professionnel, donc comment est-ce que dans une réunion, une femme parle, comment est-ce que il faut prendre la parole en classe, ça c'est des trucs nous on a pu vivre. Comment est-ce qu'on prend la parole face à un professionnel, donc typiquement le médecin. Comment est-ce que donc il y a cette légitimité du professionnel de l'homme, comment est-ce que nous on parle, donc il y a d'autres situations dans lesquelles ça s'applique. Moi j'aimerais rebondir encore sur un truc par rapport à toi Anthony qui est le seul garçon de cette table, sur comment est-ce que tu lis l'article, comment est-ce que tu écoutes ce qu'on dit et en gros quelle est ta réaction par rapport à ça, comment est-ce que tu le perçois et tu te situes. Ce qui est une vraie question. Enfin, je pense que carrément. C'est... non, moi, ça m'a pas fait penser à plus de choses que cela. Non, en vrai, genre, je pense que je pensais pas que c'était à ce point-là, parce que c'est vrai que les chiffres, quand tu les vois, ils sont quand même assez frappants. Et même quand vous en parlez, genre, je vois bien qu'il y a des expériences de socialisation et d'apprentissage des normes qui sont genre juste pas du tout les mêmes. Et même ça me faisait penser, alors c'était un travail, je me souviens plus du tout, d'une anthropologue, je crois, et qui disait qu'en fait, genre quand tu regardes les petites filles, en fait, quand elles sont enfants, on leur dit sois sage, tiens-toi à droite, reste là, et en fait tout vise à ce qu'elles restent un peu comme des petites poupées parfaites, alors que quand t'as un garçon, on te dit bah va faire du vélo, va dehors, va courir, et en fait je pense que c'est la même chose pour le rapport à la voix et par rapport à la parole, où quand t'es un garçon, je pense qu'on t'encourage beaucoup plus à prendre la parole, et t'es même beaucoup plus vite reconnu comme légitime quand tu prends la parole. Et enfin ouais, moi je trouve que c'est bien de pouvoir prendre la mesure de cette distance, parce que je pense qu'on a trop facilement tendance à penser qu'en fait il n'y en a juste pas, quoi. Et que en fait on a été élevés tous de la même manière, alors qu'en fait pas tellement, quoi. Tout ce que tu dis Anthony, ça me fait penser à toutes les questions justement sur la place que prennent les femmes ou que savent prendre les femmes dans différents contextes sociaux, et ça me faisait penser à toutes les études notamment sur le cinéma dont malheureusement je n'ai plus les références. Donc c'était un ensemble d'études où on comparait le temps d'écran des acteurs et des actrices, et où en fait on avait toujours l'impression, enfin les hommes surtout avaient l'impression que les femmes prenaient beaucoup plus de place que par exemple si on leur pose la question à votre avis est-ce que les femmes ont plus parlé dans ce film, ils étaient en mode oui. Mais en fait c'est parce qu'il y avait un peu une question de seuil de tolérance, d'en fait on tolère un certain taux de parole féminine. Et quand il y en a trop, en fait, ça choque et ça se remarque. Et c'est pareil pour quand on regarde les films, genre oui, cette année il y avait je sais pas combien de protagonistes féminines de films, et en fait les hommes ont l'impression oui, tous les films il y a des femmes en personnages principaux. Juste pour revenir encore sur un dernier point, à mes yeux, c'est aussi intéressant de te poser cette question, Anthony, parce que j'ai l'impression que maintenant qu'on arrive à mettre de plus en plus de mots sur ce qui est en train de se passer, et notamment à démontrer à des échelles un peu plus grandes que juste nos expériences personnelles, le fait qu'il y a une différence dans la prise de parole, dans les modes de conversation. Je sais que, en fait, ça pose aussi une question sur comment est-ce qu'on recrée des normes de conversation. Et j'ai l'impression que c'est une question difficile. Enfin, j'ai déjà vu des personnes plus vieilles du type mes parents et mes beaux-parents remettre en question le mansplaining entre eux dans leur couple, et être face à en fait des hommes qui d'un coup se rendent compte que pendant des années et des années, ils ont construit un certain mode de parole qui était en fait aussi un peu négatif par rapport à certaines personnes, et que maintenant ils sont complètement perdus en fait sur comment est-ce qu'on parle. Et du coup je trouve ça intéressant en fait ce type de travaux que cette chercheuse nous propose, parce que c'est intéressant de démontrer, mais maintenant on voit que repenser nos normes c'est aussi très complexe, et moi ça me pose aussi vraiment question sur comment est-ce qu'on réagit face à ça aussi. Ouais, bah en fait je pense qu'il y a pas d'autre solution que d'être juste vigilant, parce qu'en fait c'est, enfin surtout quand on est plus âgé, mais c'est tellement intériorisé que je pense que même au niveau des hommes on le fait sans plus y penser, et la seule solution c'est de la vigilance, et se dire ah je fais attention,
Et réciproquement, même du côté des femmes, je pense que ça doit être pareil, de se dire je fais attention, je fais attention, je fais attention, et si je me fais couper la parole, je réagis et je le fais remarquer, quoi. Ouais, mais du coup, c'est un peu ce que je voulais dire sur donc, ce que tu dis sur la vigilance par rapport au seuil de tolérance. Ouais. Moi, c'est plutôt dans mon expérience, j'ai un peu l'impression aussi que quand on en parle avec des hommes qui ont donc ce mode de conversation-là, il y a un peu de, je sais pas si on peut dire de déni, mais un peu de pas le percevoir, parce que je pense qu'il y a cette question de seuil de tolérance, de dire bah non, j'ai pas l'impression de parler plus que mes amies filles, j'ai pas l'impression de couper la parole. Et en fait, je pense que c'est honnête, hein, que c'est pas une... Je pense qu'il y a vraiment ce truc de pas se rendre compte, et je pense qu'avant d'être vigilant, il faut aussi, genre, nous en parler avec nos proches, essayer d'avoir une réflexion sur nos propres modes de conversation. Et ça, ce n'est pas facile parce que ça peut aussi être très offensant. Ouais. Il y a un peu le truc, je peux plus parler, on peut plus rien dire, ok, vas-y, parle. Je suis vexée, vas-y, parle. Je suis vexée dans mon égo d'homme, parle. Toi, femme bavarde qui dit n'importe quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord aussi de dire qu'il faut faire un travail de sensibilisation avant de se dire waouh, je suis tellement conscient et vigilant. D'abord, peut-être remettre en question aussi sa conscience des autres qui est aussi difficile à intégrer, quoi. Et ça, je pense que oui, un travail d'éducation collectif, ça a de toute manière du sens, en parler entre nous. Mais je trouve que c'est une précision importante aussi de se remettre vraiment en question sur cette conscience et la perception que l'on peut avoir. Radio sociaux, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify et sur Instagram. Merci à vous, au revoir.